Et yo les gars, c'est Twister. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AMV France. C'est tout simplement le tuto encodage que vous attendiez tant. Donc je vous le sors juste avant la GE, comme ça il n'y aura pas d'excuses pendant la GE. Vous sortez des clips avec un rendu excellent. Donc la vidéo elle va être assez longue, donc tout de suite je vous mets le sommaire, comme ça vous pourrez aller dans n'importe quelle partie. Donc le début de la vidéo ça va être la théorie sur l'encodage, donc on va voir tous les termes etc. Et on va essayer de tout centraliser pour que vous puissiez avoir un maximum de cartes en main de façon plutôt simple, pour comprendre comment ça marche. Ensuite, on va voir l'encodage des sources. C'est quelque chose qui est très important et qui est souvent mis un peu de côté, quoi. On va convertir bêtement nos sources et en fait, ça va réduire la qualité. Donc, je vais faire en sorte de vous montrer la façon la plus rapide d'avoir des sources en très bonne qualité. Et ensuite, il y aura les types de rendu. Une fois que vous aurez fini votre AMV, c'est la partie qui vous intéresse le plus. Genre, comment on le rend, que ce soit pour la preview, que ce soit pour les rendus pour les DL, que ce soit pour les concours ou que ce soit pour YouTube. Alors, avant que le tuto ne commence, je vous invite tout simplement à télécharger Media Info. C'est un logiciel totalement gratuit, je vous l'ai mis dans la description. Et il va tout simplement vous permettre de lire toutes les informations dont on a besoin. C'est marqué dans le titre, Media Info. Donc en fait, on aura vraiment tout ce dont on a besoin pour savoir si on a des bonnes sources, pour savoir comment ça encoder, etc. Donc ça va être très important parce que je vais vous illustrer tout ce que je vous dis un peu avec ça pour qu'on sache genre nos fichiers c'est quoi, etc. etc. Donc voilà, c'est un peu le prérequis de la vidéo. Donc du coup, maintenant qu'on a installé Media Info, on va directement pouvoir passer à la première partie qui est la théorie de l'encodage. Alors, l'encodage vidéo, c'est le processus qui transforme une entrée vidéo non compressée. Donc par exemple, c'est ce qu'on sort quand on filme quelque chose avec notre caméra, avec notre téléphone, etc. C'est une forme qui peut être stockée et lue par différents appareils. Donc, on va retrouver les formats les plus connus, c'est-à-dire le MP4, le MOV, le MKV, etc. Mais ça, c'est que l'apparence, celle qu'on connaît, celle que tout le monde connaît. Mais en vrai, il y a deux principes dans l'encodage. Il y a la compression et le transcodage. Alors, la compression permet de supprimer des données qui sont superflues et rend le fichier plus léger, ce qui le rend plus lisible de façon plus fluide pour la plupart des appareils, c'est-à-dire nos iPhones, nos tablettes, nos ordinateurs, nos PlayStation, etc., etc. Tous les appareils qu'on utilise tous les jours pour regarder des vidéos. Et c'est plus facile à stocker car c'est des fichiers qui sont drastiquement moins lourds vu qu'on a retiré les informations qui sont entre guillemets superflues. Donc ça va être par exemple l'HEVC, le H264, le H265, l'Apple ProRes sous toutes ses formes. Voilà, ça va être la compression, c'est tout simplement le format de compression. Maintenant, on a le transcodage, ce qui est différent. Le transcodage, c'est le processus de conversion audio et vidéo d'un format vidéo à un autre, et il est essentiel pour la compatibilité avec des lecteurs ou des plateformes. Ça va tout simplement être le MKV, le point MOV ou le point MP4 comme on le connaît tous. En fait, le transcodage, ça va tout simplement créer un format de fichier qui va être possible de lire sur différentes plateformes, tandis que vraiment le format de compression, c'est ça qui va nous faire la qualité de notre vidéo. Par exemple, juste ici, j'ai pris l'exemple avec les épisodes de Demon Slayer, j'ai pris l'épisode 2 de la saison 3, et tout simplement, on le retrouve dans deux formats. On a le Matroska, qui est le MKV, et on a le MPEG4, qui est le MP4. Donc ça, c'est le transcodage. Maintenant, au niveau de la compression, ici, on peut voir que c'est de l'HEVC, et là aussi c'est de l'HEVC. C'est tout simplement les mêmes formats de compression. Donc ça n'a rien à voir avec les formats de lisibilité des appareils. Mais grâce au transcodage, ils pourront tous les deux être lus sur différentes applications. C'est-à-dire que par exemple sur Premiere, on ne peut pas ouvrir de l'MKV, mais on peut ouvrir de l'MP4 et pour autant ça sera toujours le même format de compression. Donc maintenant qu'on a fini avec le format etc, je vais vous expliquer comment marche la compression. Donc ça va être la partie la plus théorique, la plus compliquée. Donc il faudra bien s'accrocher. Évidemment pour tous les curieux, je vous mets les documentations dans la description, ce qui va vous permettre d'avoir vraiment toutes les informations. Moi je vais essayer de vous simplifier ça un maximum pour que vous puissiez comprendre tout en gardant des détails qui sont importants à la compréhension. On va sortir du monde de l'AMV un peu pour revenir à la base, c'est-à-dire les vidéos prises avec une caméra. Et en fait, ces formats-là qui sont prises avec une caméra, ce qui va nous rejeter directement, ça va être du RGB. Donc, tout simplement, sur chaque pixel, on va retrouver trois couleurs, trois informations, c'est-à-dire le rouge, donc le red, le vert, donc le green, et le bleu, donc le blue, ce qui va former le RGB. Et comme vous le savez, c'est les trois couleurs primaires. Avec ces couleurs-là, on peut fabriquer toutes les couleurs. Et voilà, c'est pour ça qu'on retrouve toutes les couleurs rien qu'avec ces trois couches. Mais évidemment, vous vous doutez bien que ça va être super lourd d'avoir autant d'informations. Si on le multiplie, ça fait 1920 x 1080 pour un format Full HD. Et si on monte encore plus, ça fait 3840 fois 2160, enfin bref, c'est énorme le nombre de pixels qu'il y a et chaque information de rouge, de vert et de bleu qu'il y a sur chaque
pixels. Et en fait, on va se retrouver avec une vidéo qui fait une taille vraiment énorme et surtout qui est peu lisible pour les appareils de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on a vachement évolué, mais vous vous doutez bien que quand il y avait la télé et les télés cathodiques, etc., c'était impossible pour ces télés-là de lire du format sans compression. Donc, on va trouver une astuce, et l'astuce, ça va être le chroma subsampling. Avant de passer au chroma subsampling, il faut d'abord trouver une alternative au RGB pour pouvoir mettre de la luminance et de la chrominance. Donc, c'est toujours divisé en trois. Avec le RGB, on a le rouge, le vert et le bleu. Mais là, avec ce nouveau format qui s'appelle YUV ou YCB-CR, on va utiliser tout simplement les termes YUV pour que ce soit plus clair pour vous. On va avoir une couche qui est en noir et blanc. Donc ça va être la couche Y. On va avoir la couche U qui est une couche qui est déjà bleue et verte. Et donc par chrominance avec le noir et blanc, donc le Y, ça va créer du bleu. Et une couche V qui est une image qui est jaune et rouge. Et avec la chrominance obtenue par le Y, donc le noir et blanc encore, ça va créer du rouge. Et donc du coup, ça va être exactement le même principe que le RGB. Quand on va mettre ces trois couches assemblées, ça va créer toutes nos couleurs dont on a besoin pour la lisibilité de la vidéo. Et du coup, vous allez me dire, ouais, mais Twister, ça revient au même. Au final, on utilise toujours trois bases, c'est toujours le même nombre d'informations, etc. Mais en fait, on a créé, tout simplement ce format pour qu'on puisse avoir une information en luminance et en chrominance. Pourquoi ? Parce que par chance, nos yeux, ils ont beaucoup plus de sensibilité au noir et blanc. Ça veut dire que la couche noir et blanc, on va jamais la toucher. Cependant, les deux couches chromatiques qu'on a, donc la touche qui est le U et le V, on va pouvoir diminuer le nombre de pixels qui ont ces informations là, et par défaut ça va forcément diminuer la taille du fichier en entier, et donc il sera plus lisible. Donc, du coup, on va voir exactement comment il marche ce processus là. Donc les formats qui sont sous ce processus là, c'est du 4.4.4, du 4.2.2, du 4.2.0, et tout simplement c'est des formats en fait qu'on va retrouver. Donc là ça va être directement des choses qui vont nous parler, qu'on va avoir à faire lorsqu'on va devoir faire notre export. Donc du coup, je vais vous montrer ça sous forme de schéma avec la structure d'échantillonnage qui est définie à partir de 3 nombres sur une matrice de 8 pixels en 4x2. Donc là, quand je vous parle, c'est complètement incompréhensible, mais vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez totalement comprendre de quoi on parle. Donc du coup, en 4.4.4, on va retrouver en fait toutes les informations sur tous les pixels, c'est-à-dire qu'on va retrouver l'information en luminance Y sur chaque pixel, mais aussi l'information U et V partout sur chaque pixel. Au final, ça revient exactement au même que le RGB, et c'est pour ça que c'est un format qui est dit brut et sans compression ou sans sous-échantillonnage. C'est plutôt ça la vraie raison. Donc il n'y a vraiment aucune perte de qualité en termes d'information de couleur. Ce format-là, évidemment, c'est un format qu'on utilise dans le monde de l'informatique et qu'on utilise dans le monde professionnel du cinéma. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la taille du fichier, elle est extrêmement lourde et la bande passante, elle est très élevée pour pouvoir lire ce type de vidéo. Ensuite, on va passer au 4.2.2 et voilà, là c'est là où on va commencer à voir les différences. Comme vous pouvez le voir, en fait, le U et le V, ils sont divisés entre deux pixels horizontales. Donc en fait, il y a un pixel qui va avoir le Y et le U, et juste à côté de lui, il va y avoir un pixel où il n'y aura que le Y et le V. Et en fait, ça va créer une illusion où on va penser qu'à l'œil nu, il n'y a aucune différence, mais si, évidemment, on se rapproche de l'image ou on fait des comparatifs, et ben oui, on va voir qu'il va manquer une information sur un pixel. Et en fait, comme on a expliqué, c'est tout simplement parce que l'œil, il capte moins les informations chromatiques, mais plus le noir et blanc, et c'est pour ça qu'on va retrouver le Y à chaque pixel tout le temps. Évidemment, ce format-là, il est réduit de 33%, puisque du coup, on a 33 fois moins de pixels qui sont totalement remplis. Et donc du coup, c'est un format qui est utilisé par les professionnels et il reste quand même extrêmement lourd. Ensuite, on a le 4.2.0 qui est un format qu'on retrouve partout. C'est vraiment le format de base qu'on voit partout, que ce soit dans les programmes télé, les films, les DVD, les Blu-ray 4K, HD, enfin partout, les jeux vidéo, les fichiers vidéo, sur YouTube, en streaming, etc. Et en fait, tout simplement, il va y avoir pas d'informations sur les couches du bas. C'est-à-dire que, genre, tout ce qui est sur la deuxième ligne horizontale, il va y avoir juste le noir et le blanc. Comme on a dit, le Y, il est à chaque pixel tout le temps, c'est super important. Mais par contre, sur le haut, comme on a vu dans la configuration 4.2.2, et ben, il va y avoir un pixel qui est en Y et en U, et à droite, on va avoir un pixel qui est en Y et en V. Et donc, ce format-là, il va réduire jusqu'à 50% la bande passante par rapport au 4.4.4. Mais par contre, l'œil humain, là, il va se faire moins bait. Il va commencer à voir que la qualité, elle n'est pas exactement la même. Bien sûr, la qualité reste excellente, même en 4.2.0, si le format, il est bien encodé, etc. Mais on va commencer à ressentir une différence.
La dernière chose qu'on a à voir ensemble avant de passer à la prochaine partie, c'est la profondeur d'échantillonnage de bits. Donc comme vous pouvez le savoir, lorsqu'on fait un export, on va choisir entre du 8 bits, du 16 bits ou du 32 bits. Cependant, il y a des formats qui existent aussi qui sont différents, c'est du 10 bits ou du 12 bits. Le plus souvent, on va retrouver du 10 bits actuellement dans l'industrie de l'anime. En fait, ça détermine le nombre de couleurs pouvant figurer dans chaque emplacement de pixel. C'est-à-dire que dans un pixel qui a de la couleur, donc que ce soit le 444 ou le 422 ou le 420, ça va être la profondeur des couleurs qui peuvent s'appliquer dedans. Donc du coup, ça va jouer sur la régularité des nuances subtiles de couleurs qui peuvent être représentées dans un dégradé d'image. Donc ça va être quelque chose d'assez important en vrai, et on va se voir plus tard comment nous on va pouvoir l'appliquer. Alors je sais que vous êtes impatients les gars, mais avant de passer au rendu, on va passer à la deuxième partie qui est l'encodage des sources. Et pour moi c'est un truc qui est grave important puisqu'en fait on va essayer de garder un maximum de qualité sur nos fichiers sources, sur nos fichiers de base sur lesquels on va travailler. Donc du coup forcément il faut avoir la meilleure qualité possible sur nos fichiers sources pour ensuite les exporter dans une qualité qui est tout aussi bonne. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Donc du coup moi j'ai pris la saison de Kimetsu no Yaiba, la saison 3, en BD évidemment, et donc du coup on va regarder un peu comment notre fichier il est. Donc déjà dès qu'on met la souris dessus, on peut voir que c'est l'épisode 1, donc du coup il fait 46 minutes, il fait 1 giga 10, bah c'est assez conséquent, et les sous-types MKV. On va aller dans Média Info pour voir à peu près les informations en plus, donc comme on a vu c'est un MKV, c'est un Matryoshka. Et là on a l'overall bitrate, on a le framerate qui est évidemment de 23,976, la compression qu'on voit qui est en HEVC, et donc ça on va falloir retenir ça pour qu'on puisse le convertir. Aussi comme on peut le voir, le color space c'est de l'YUV comme on a vu, et le chroma assembling il est en 4.2.0 avec une bit depth de 10 bits. Alors le premier problème qu'on va rencontrer, c'est que lorsqu'on va prendre justement notre vidéo qui est en MKV, et c'est pour ça qu'on va devoir la convertir, c'est que lorsqu'on va la mettre ici, et ben Adobe ne veut pas lire des fichiers MKV. Donc pour ça il va falloir trouver une solution. Donc pour ça, je vous encourage à télécharger le logiciel Shutter Encoder. Je vous mets évidemment le lien dans la description. Ce logiciel, évidemment, comme c'est marqué dans son nom, il va nous permettre d'encoder ou de réencoder. Mais il y a quelque chose de très intéressant avec ça, c'est que ça pourra juste changer le conteneur. Je vais vous expliquer ça. En gros, ce qu'il ne peut pas lire, Adobe, c'est vraiment juste le MKV. Donc quand on va dans Média Info, donc tout simplement le format HEVC, il peut lui être lu sur Adobe. Donc du coup pour ça il va falloir juste changer le format et donc ne rien changer à la compression, donc du coup ne rien changer à la qualité. Donc comment on va faire? Donc du coup on va prendre notre fichier ou nos fichiers, puisque ça c'est vraiment l'avantage de Shutter Encoder qui est vraiment super, et on va les mettre là. Par exemple je vais mettre les 4 premiers pour que ça soit pas trop lourd non plus, et on va les mettre dans déposer vos fichiers, voilà. On va faire choix de la fonction. Donc la fonction qu'on va choisir c'est pas de convertir en quoi que ce soit ici, ça va tout simplement d'être de faire du réencapsulage, ce qui va nous permettre de changer juste le conteneur. Donc du coup on va choisir réencapsulage. Bien sûr ici vous avez tout pour voir comment on convertit et comment on va couper notre vidéo, etc. Pour ça je vous laisse aller voir le tuto du workflow de C'est moi Didi. Pour ça il vous a bien expliqué de comment on fait pour faire du réencodage, etc. Ici là je vais juste vous expliquer comment on va faire du réencapsulage, ce qui est différent. Donc du coup on va choisir notre format. Donc pour nous ça va être du MP4 puisque c'est le format le plus simple. Et ensuite, on va faire modifier, genre là où on veut que notre fichier soit. Donc du coup, moi j'ai mis en tuto encodage, j'ai mis en plus Kimetsu no Yaiba, voilà, hop. Je sélectionne et tout simplement, je vais pouvoir lancer la fonction. Et vous allez voir que c'est extrêmement rapide par rapport à la conversion. Tout simplement parce que en fait, il va juste changer le point MKV en point MP4. Et comme vous avez pu le voir, ça fait une petite notification quand c'est fini. Donc c'est vraiment super opti. On va voir comment ils sont. Donc là, on va aller directement dans la piste audio. On peut voir qu'il y a la piste audio anglais et japonais. Donc par exemple, on peut mettre japonais. On a toutes les informations exactement comme avant. Donc les chapitres, partie A, partie B, intro, partie je sais pas quoi, OP, ED, etc. On a vraiment tout. Ensuite, si on compare nos deux fichiers, donc celui-là c'est le MKV, donc le Matryoshka, et celui-là c'est le MP4, et ben on peut voir qu'on retrouve exactement les mêmes informations à quelques détails près. Par exemple, l'overall bitrate il est à 3364 et dans le MP4 il est à 3361, ce qui est vraiment absolument rien et vous allez jamais remarquer la différence entre les deux. C'est de l'HEVC, voilà, c'est exactement pareil.
Et le bitrate, il est à 2989. Ici, il est à 2989. Il est exactement identique. Et l'audio aussi exactement pareil en fait. Genre vraiment, c'est pareil vraiment partout. Donc du coup, on a su convertir, ou plutôt retranscoder du MKV en gardant exactement la même qualité pour notre Premiere Pro. Donc si on retourne sur Premiere Pro, hop, on va prendre notre fichier .mp4, on va le glisser. Et il va marcher convenablement. Le seul souci qu'on va avoir, c'est que l'audio va disparaître. Donc tout de suite, je vais vous montrer comment on va changer ça, au cas où vous avez besoin de l'audio. Mais par contre, il faut savoir que si vous n'avez pas besoin de l'audio, vous pouvez garder tout simplement cette façon de faire, puisque lorsqu'on va convertir de l'audio, forcément ça va prendre plus de temps que juste retranscoder. Donc là, pour reprendre, on va faire vider, donc du coup on aura tout reset. On va resélectionner nos 4 épisodes, hop, on les place. Et ici, dans réglage audio, on a appris que l'audio numéro 2, c'était lui la source japonaise. Donc je suppose que vous récupérez des sources en japonais. Donc on va mettre sans audio. Et l'audio numéro 1, on va le mettre directement en audio 2, puisque c'est celle-ci qui est la source japonaise. Et on va la convertir. Donc on va passer en ACC, vu que la version Opus n'est pas lisible par Premiere ni par Adobe. En ce qui concerne le KBS et l'échantillonnage, on va tout simplement aller regarder dans notre fichier qu'est-ce que c'était l'origine. Donc on va dans Média Info, on va aller dans l'audio. Donc du coup l'audio numéro 2, il est en 180 kbps concernant le bitrate. Et concernant le sampling rate, il est à 48 000. Donc du coup, on va ici, on va bien le mettre à 48K. Et ici, il est déjà au-dessus du format qu'on a déjà de base. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de mettre plus. Si vous voulez vous rassurer, le format de base pour l'audio qui est utilisé, c'est vraiment le 320 en général. Donc on va mettre 320 ici pour notre cas, imaginons. Et ensuite, on va tout simplement démarrer la fonction. Donc là, évidemment, ça va prendre un peu plus de temps. Vous pouvez voir que là, on a 1 minute 30 où il va convertir que l'audio. Donc on se retrouve lorsque ça a fini de convertir. Ok, donc là on a la petite notification, ça y est, c'est fini. Ça a duré 5 minutes 31 pour 4 épisodes. Donc voilà, là on peut les comparer. Donc comme on a vu, ça a changé un peu la taille. Donc du coup c'est passé à 1,07. On a perdu un peu évidemment de l'overall bitrate vu qu'on a converti l'audio. Mais par exemple sur le format vidéo, c'est ce qui nous intéresse en réalité beaucoup plus que le format audio. Même si il reste très important aussi qu'il ne faut pas le négliger. On a le bitrate qui est exactement pareil. Tout est exactement pareil, c'est vraiment juste sur le format audio que ça a changé quelque chose. Donc là c'est l'audio 2 et pour nous ça va être l'audio 1 vu qu'on a retiré tous les autres formats audio. Donc ici on est en 288 de bitrate et un maximum bitrate de 380 vu que c'est un bitrate en mode variable. Et ici on a un bitrate de 180. Mais il faut savoir qu'il n'y aura pas de grosse différence en termes d'audio, ne vous inquiétez pas. Et le framerate aussi il a changé, mais ça va rien changer vraiment en termes de qualité audio. Donc on se retrouve sur Premiere cette fois-ci, on va bien pouvoir mettre notre fichier et on va bien pouvoir retrouver l'audio de notre vidéo qui va être là. Donc voilà, attendez, ça va peut-être. On a bien le son et c'est nickel. Alors pour contourner ce problème, parce qu'on a vu que genre ça prenait beaucoup de temps, pour 4 minutes d'épisode ça a pris 5 minutes, tandis que vous avez vu que quand on n'avait pas l'audio, vraiment ça a pris 1 seconde chaque épisode à se faire. En fait, il va tout simplement falloir trouver des épisodes où les gens ils ont mis l'audio en ACC. Donc là par exemple, j'ai l'épisode 17 de Jujutsu Kaisen qui est en version ACC. Et donc du coup là quand je vais le mettre directement sur mon logiciel et que je vais le faire démarrer la fonction, vous avez vu que ça prend pas de temps puisque je n'ai pas converti l'audio. Et quand je vais sur Premiere, on va prendre mon point MP4 qui est juste ici. Hop, on a l'audio. Voilà, donc tout simplement essayez de prendre vos fichiers audio qui sont dans ces formats là que je vous affiche à l'écran. C'est tous les formats qui sont compatibles avec du MP4 et en même temps avec Premiere Pro, tout simplement. Mais si vous trouvez pas mieux en termes de qualité vidéo, n'hésitez pas à prendre un peu plus de temps à convertir les fichiers. Ok les gars, on arrive enfin à la dernière partie, la partie qui vous intéresse le plus, c'est les types de rendus. Donc du coup, on va voir les différents types de rendus, que ce soit pour les previews, que ce soit pour le rendu YouTube, que ce soit pour les rendus concours ou pour les rendus meilleure qualité. Tout ce dont a besoin un AMV Maker finalement. D'abord, je vais juste vous montrer comment ouvrir une nouvelle composition de manière clean et comme ça au moins on sera toujours sur une bonne base. C'est toujours important de vérifier sa base. Donc d'abord, je vais faire nouvelle composition. Et là, je vais mettre ces settings là par défaut. Et la cadence, je vais venir la modifier ici avec image par seconde pour mettre du 23,976. Pourquoi je sélectionne ça? Parce que les animes c'est toujours en 1080 actuellement, à part si vous faites de l'upscaling, mais ça on va voir ça dans une différente vidéo normalement. Du coup la cadence, 23,976 comme on a vu dans Media Info, c'est toujours de 23,976. Toujours important de mettre ce setting là pour avoir les bonnes frames
que les animateurs ont fait. Ensuite, moi je laisse toujours 3 minutes en durée, et après ça, vous pourrez enregistrer ça. Je vais mettre Anime Timeline. Et je fais OK, et voilà, on a le preset tout en bas, donc du coup vous aurez juste à taper Anime Timeline sans vous poser des questions, et vous faites OK. Un autre truc qui est important, c'est ici qu'on va régler le nombre de bits de notre vidéo. Donc du coup, ici, je vous montre mes paramètres couleur, donc c'est de l'Adobe Color Manager, et la résolution, je mets en 16 bits par couche. Alors, il y a du 8 bits, 16 bits et 32 bits. Pourquoi je mets du 16 bits par couche, moi, personnellement ? Moi je mets du 16 bits par couche parce que tout simplement, faut se dire que c'est pas forcément la source d'un anime qui compte le plus, c'est aussi les effets que vous allez rajouter tout simplement. Si vous faites beaucoup de compositions, etc., et bah forcément le logiciel il va créer ses compositions en 16 bits. Donc on a un anime qui fait 10 bits, là pour le cas de Demon Slayer par exemple, mais pour tous les animes actuels environ, c'est toujours du 10 bits. Donc du coup si on prend du 8 bits, déjà ça détériorise un tout petit peu la qualité des couleurs, mais si on prend du 16 bits, comme c'est supérieur, ça va rester entre guillemets en 10 bits puisque ça va pas aller au-dessus vu que la source est en 10 bits, mais nos effets qu'on va faire, ça va être du 16 bits. Pourquoi je mets pas 32 bits? Parce que là on rentre sur quelque chose de très très lourd. Si vous avez un PC de la NASA et que vous avez beaucoup de dégradés dans votre AMV, vas-y, vous pouvez y aller, mais en général vous avez vraiment pas besoin du 32 bits, le 16 bits c'est très très bien. Donc voilà, là on a fini avec les settings, là on a une timeline très très propre. Ok les gars, donc on va passer au premier rendu qu'un AMV Maker a besoin, c'est évidemment le rendu pour la preview. Donc pour ça, ça va être un format qui est pas très lourd, donc du coup on va aller voir ça. Vous allez dans exporter et ajouter à la file Adobe Media Encoder. Pourquoi j'utilise Media Encoder? Parce qu'il y a toujours des paramètres super intéressants par rapport à la file d'attente de rendu de After Effects. Je trouve toujours qu'il n'y a pas assez de paramètres. Moi perso je kiffe Media Encoder et c'est toujours à peu près le même équivalent en termes de temps de rendu. Donc pour moi Media Encoder ça reste super bien. Donc du coup je vais aller dans Media Encoder. Donc la première chose qu'on va faire, le setting le plus simple, c'est de sélectionner là où vous voulez mettre votre fichier. Donc moi c'est bon, il est dans tuto encodage, dans export et j'ai mis preview 1. Hop, enregistré. Donc ensuite c'est là que les choses elles vont se corser entre guillemets, enfin c'est là que ça va être le plus intéressant en même temps. Donc là on est dans les réglages d'exportation, donc nous ce qu'on a besoin c'est de faire de la preview. Donc ici dans les formats, on a tous les formats de compression, donc on n'a pas les conteneurs mais les formats de compression directement, comme on peut voir il y a l'HEVC, il y a le H264, le QuickTime, il y a l'AVI, etc. Nous ce qui va nous intéresser c'est le H264. Pourquoi? Parce que c'est une méthode de diffusion vidéo adaptée au réseau et ça offre des images de grande qualité et sans saturer la bande passante, vraiment ça a été créé pour ça. Donc c'est exactement ce qu'on recherche, on est en plein dedans. Donc ensuite on a la préconfiguration, on va utiliser aucune préconfiguration pour l'instant, mais on va créer la nôtre et comme ça sera fait une fois pour toutes. On va aller dans vidéo, là tout est déjà fait, c'est bon, on a la largeur, la hauteur, on a le nombre d'images, l'ordre de trame, on n'a pas besoin de modifier, l'aspect non plus. On a un rendre à la profondeur maximum, je vais vous expliquer c'est quoi. En gros, c'est lorsqu'on utilise du 32 bits, ça va rendre un maximum de couleurs en 32 bits, mais sauf que là on est sur de la preview déjà de 1, donc du coup on n'a pas besoin d'optimiser à ce point là, mais en plus de ça, comme nous on utilise de la 16, en tout cas pour ce que je vous ai montré, si vous utilisez de la 32 dans le format final, c'est ce qu'on va avoir, vous pouvez cocher, mais c'est pas nécessaire forcément, moi j'ai arrêté de l'utiliser, parce qu'avant je la cochais tout le temps sans savoir vraiment ce que c'était, mais en vrai elle ne sert à rien à part allonger votre temps de rendu, si vous n'êtes pas en 32 évidemment. Ensuite, le paramètre de codage, on touche à rien, tout est déjà parfait, on fait pas de l'HDR, on n'a pas besoin de cocher, on est déjà en règle 709, c'est très bien, c'est le format qu'il nous faut, on n'a pas besoin de toucher à tout ça. Du coup, c'est là où les jeux se deviennent intéressants, c'est les réglages de débit. Donc les débits, c'est quoi? C'est le nombre de mégabits utilisés par seconde pour votre vidéo, tout simplement. Donc il y a 3 types d'encodage de débit. Il y a le CBR, le VBR, un passage, et le VBR, deux passages. Le CBR, c'est un débit linéaire constant, et en fait, ça définit une valeur constante pour le débit de données, ce qui le rend plus rapide forcément, mais avec un impact sur la qualité pour les images plus complexes. Je m'explique. Par exemple, si vous avez du noir, et ben ça va utiliser le format que vous avez mis là, le débit ici par exemple, imaginons je mets 10, ça va utiliser 10 mégabits seconde sur une image noire, ok? Mais si après vous avez des images, parce que ça s'utilise un peu en entrelacement, enfin pas vraiment en entrelacement, mais en gros le logiciel il calcule la frame d'avant, la frame d'après et essaie d'interpréter à peu près, etc. Donc si votre personnage il bouge énormément ou si les couleurs bougent énormément, s'il y a vraiment beaucoup de couleurs, et ben forcément ça va demander beaucoup plus de données. Mais sauf que comme on est en CBR ici, et ben les données qu'on va utiliser elles seront fixes. Ça veut dire que pour le noir et pour une image très étincelante qui bouge beaucoup, et ben ça va rien changer, il va toujours utiliser le même nombre de données et donc forcément ça aura un impact sur la qualité des images qui sont plus complexes. C'est pour ça qu'on a créé le VBR, c'est un débit linéaire qui est variable. Donc lui, contrairement au CBR, et ben quand il y a une image noire, il va faire en sorte d'utiliser le moins de données possible, parce que il n'en a pas besoin tout simplement. En fait il va interpréter, va se dire ok cette image il n'y a pas besoin de beaucoup de données, donc tranquille on peut la baisser. Mais par contre pour une image qui a beaucoup de données, et ben là il va rehausser, il va se dire ok là on envoie tout parce que
ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de couleurs, etc. On met le débit maximum et donc du coup ça va vous créer un fichier qui est d'une meilleure qualité, un rendu qui est un peu plus lent, peut-être que ça va être un peu plus lourd, ou peut-être que ça va justement être un peu moins lourd que le CBR, puisqu'il va dire, ok, la MV, en vrai, il bouge pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de couleurs, et ben je peux utiliser ce débit-là, alors que le CBR, bah, c'est un débit fixe, donc du coup, il va toujours vous rendre la même taille à chaque fois. Ensuite, on a le VBR 2 passages. Qu'est-ce que ça change? Le VBR 1 passage et le CBR, d'ailleurs, il utilise de la même façon. C'est qu'il va calculer les images de A à Z. Là, le VBR 2 passages, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une passe supplémentaire de la fin au début. Donc, il fait A à Z. Et une fois qu'il arrive à Z, il fait de Z à A pour bien vérifier si tout marche convenablement. Et donc, du coup, ça garantit une plus grande efficacité de codage et produit souvent une meilleure qualité. Alors, ici, évidemment, on n'a pas besoin de VBR 2 passages parce que ça va nous prendre du temps. On n'a pas besoin d'être ultra quali puisque c'est une preview. Par contre, entre le CBR et le VBR, ça va dépendre de votre PC. Si vous avez un PC qui est très lent, vous pouvez utiliser le CBR pour aller le plus rapidement possible. Par contre, si vous avez un PC qui est ok, vous n'avez même pas besoin d'un PC de la NASA, vous mettez VBR, c'est très bien, c'est très rapide. Vraiment, la différence entre les deux temps de rendu, elle n'est pas si grande que ça. Ensuite, on a ce qui nous intéresse le plus, c'est le débit cible. Donc ça, c'est directement le débit qui va faire en sorte que votre qualité a une meilleure qualité, que votre vidéo a une meilleure qualité ou non. Et aussi, ça va modifier extrêmement la taille de votre fichier. Par exemple, ici, je suis à 8. Et si j'augmente, la taille estimée, elle va passer à 40. Donc, vous voyez que c'est quand même assez conséquent pour 6 secondes. Mais donc, du coup, je vais vous expliquer ce dont vous avez besoin en fonction de vos besoins, que ce soit pour votre PC ou pour votre vidéo. En gros, faut savoir que Media Encoder, ça marche aussi sur Premiere, donc ça peut marcher pour du brut. Donc si vous avez fait du brut et que vous êtes là pour montrer à votre bêta-testeur uniquement des enchaînements de scènes sans des effets ou sans que vous preniez en compte la qualité de la vidéo, des couleurs, etc., vous allez mettre un débit très faible. Pourquoi? Parce que vous avez juste besoin de montrer l'enchaînement, vous n'avez pas besoin de montrer la couleur, etc. Donc vous pouvez mettre 10, à la limite si vous avez un bon PC, vous mettez 20, c'est tranquille. 20, ça commence déjà à être quelque chose de moyen. Et avec 30 aussi, moi entre 20 et 30, moi j'aime bien le rendu entre 20 et 30 pour de la preview. Je pense que c'est un bon compromis entre le temps de rendu et la qualité. Ça va être très bien pour les PC moyens et pour les PC qui sont un peu plus lents, mais qui a besoin de montrer compositions qui sont clean, qui a besoin de montrer la qualité des couleurs de votre color correction. Pour ceux qui sont comme moi, qui ont un très bon PC, franchement, je mets toujours à 50. Pourquoi je mets toujours à 50? Parce que même si je fais 1 minute 30 d'AMV avec pas mal d'effets, etc., et bah ça va rendre hyper rapidement. Si je fais du full compo, évidemment 50, peu importe la durée de mon AMV, ça va être très lent. Mais si je fais pas forcément du full compo, mais des compos de temps en temps avec Optical Flare, Deep Glow, qui sont des plugins qui utilisent vraiment beaucoup de ressources quand même, et bah 50 ça me rend assez rapidement. Donc si vous avez un bon PC, vous avez 64 Go de RAM, 32 Go de RAM, un très bon processeur, un superbe SSD, franchement allez-y, vous pouvez mettre 50, comme ça au moins vous savez que vous êtes bien. Et surtout au niveau de la taille, fichier estimé, on est dans une génération qui a la fibre, donc ça va aller très vite. Tout le monde peut lire maintenant des vidéos sur YouTube assez rapidement en 4K ou en 1080p. Pareil pour les DL. Donc ne vous privez pas, si vous avez envie de rendre un truc clean à vos potes, vous pouvez mettre 50, mais le plus important c'est vraiment de garder l'âge de 6.4. Ensuite, un paramètre qui est utilisé souvent, moi je l'ai utilisé très souvent sans savoir vraiment de quoi il était question, c'était utiliser la qualité de rendu maximale. Alors qu'est-ce que ça change? En fait, ici ça va vous marquer une indication, mais elle est pas très claire. Moi j'ai été chercher du coup sur le site d'Adobe ce que ça voulait dire, et ça va préserver... Enfin, ça permet de préserver les détails et d'éviter le crénage lorsque vous mettez à l'échelle une taille d'image différente de celle du média source. Par exemple, imaginons vous avez un épisode de Naruto qui est en 480p et vous allez devoir le rehausser en 1080, vous allez devoir l'augmenter. Le logiciel va devoir calculer des pixels et faire en sorte de faire du crénage, et donc du coup ça va éviter tout ce qui est visuellement, enfin que ça se voit vraiment. Mais faut savoir que avec les cartes graphiques Nvidia, et même toutes les cartes en fait qui sont de nouvelle génération, quand je parle de nouvelle génération, je parle de supérieure à la GTX 1050, donc vraiment c'est une carte qui est sortie il y a pas mal d'années. Donc du coup en vrai actuellement je pense que toutes les cartes graphiques prennent en compte ce paramètre là directement, et vous n'avez pas besoin de cocher ça, ça va juste faire en sorte d'augmenter votre temps de rendu. Vous n'avez absolument pas besoin d'utiliser la qualité de rendu maximale, et surtout pas pour une preview.
Ok les gars, on a fini avec les réglages vidéo, mais on n'a pas fini avec le rendu, on va aller dans le paramètre le plus sous-coté, mais c'est l'audio. Alors, il y en a beaucoup, j'ai vu, qui se sont dit ouais mais l'audio c'est pas si important que ça, etc. Vraiment ce qui compte c'est la qualité vidéo, etc. Maintenant moi je vais vous dire pourquoi l'audio c'est super important, parce qu'en fait faut savoir que les gars vous êtes diffusés dans des grandes salles. Si vous mettez vos concours à la Japan Expo, notamment vous êtes diffusés à la salle de la Japan Expo avec des grosses basses, même si vous êtes CDC et vous avez des grosses basses, vous avez des gros audios, c'est super important de rendre avec un format audio qui est nickel pour que l'expérience de votre vidéo soit la meilleure. Si vous rendez en plus à des concours internationaux, ils ont ça dans des grosses salles immenses avec des grosses caisses, etc. Ils mettent beaucoup d'argent dans ça et ça sera un peu craché sur le matériel qu'ils utilisent pour mettre vos AMV dans des bonnes conditions, alors que vous avez la possibilité en fait tout simplement de régler l'audio très facilement grâce à l'export et notamment avec la source aussi, mais ça va être dans une différente vidéo. Et aussi notamment lors des concours, on a vu à l'ICST que ça a pris en compte l'audio, ça a recherché les fichiers audio, ça a regardé le nombre des débits audio, etc. pour vous noter. Donc c'est très important et vraiment c'est pas à négliger, surtout que c'est super simple les gars. Donc je vais vous montrer, il y a deux formats de compression, il y a le AAC et il y a le MPEG. Le MPEG c'est quoi? C'est en fait son transcodeur, son codec, c'est tout simplement le MP3, c'est le format qu'on connaît le plus. Mais c'est pas celui-là qu'on va utiliser, celui qu'on va utiliser c'est l'AAC. Pourquoi on utilise l'AAC? Parce que c'est l'Audio Advanced Coding et c'est un algorithme de compression qui a été conçu pour remplacer le MP3 pour avoir une qualité audio supérieure pour sensiblement le même poids. Donc en fait c'est tout bénéf puisqu'on a le même poids mais avec une qualité audio qui est supérieure. Et ça se constate notamment à partir de 320 kbs. Donc si vous vous souvenez bien les gars, je vous ai dit que vraiment la norme c'était 320 kbs. Donc c'est là où ça va avoir un réel impact. Donc du coup vérifiez toujours bien votre paramètre. Donc vous avez codec ACC version plus 1, version plus 2. Moi j'utilise toujours ACC normal. C'est très bien comme ça. On a l'échantillonnage, on a 48 000 Hz. Donc c'est très bien. Ensuite la couche, on a stéréo mono, donc comme vous le savez mono c'est quand la source audio elle vient de partout exactement à la même hauteur. On a stéréo, donc on a l'audio qui vient à gauche et l'audio qui vient à droite. Et on a le 5.1, c'est quand il y a 5 sorties, donc je crois que c'est à gauche, à droite, en avant, en arrière. Et les basses, donc c'est super important de régler en stéréo. Pour nous la plupart du temps c'est toujours du stéréo, mais pour ceux qui font des sons FX et qui veulent se pousser le truc à fond dans le 5.1 etc, bah faites bien attention à bien rendre en 5.1 parce que sinon bah c'est niqué quoi. Ensuite on a le réglage de débit. Du coup, c'est du 320, pour nous ça va toujours être du 320, à part évidemment si votre qualité audio de base, donc vous avez juste à vérifier avec Media Source, et ben il est supérieur à 320, dans ce cas là, vous mettez supérieur à 320, vous mettez le format qui correspond tout simplement à votre base. Donc une fois qu'on a réglé l'audio les gars, on a fini, il y a juste ça que je vais vous montrer, c'est le multiplexeur, donc ça vous montre tout simplement le conteneur de la vidéo. Donc là c'est du MP4 et en fait Adobe il va s'occuper de ça tout seul, donc vous n'avez pas besoin d'aller ici, je vous le montre quand même au cas où. Mais donc du coup quand vous mettez l'H264 on peut voir que le format qui va vous recracher c'est du MP4. De toute façon vous avez le point MP4 qui est affiché juste ici. Donc on va rendre tout simplement, là pour ce cas là je les ai rendus du 50, mais évidemment sur la vidéo je vais vous mettre les différents formats, mais forcément YouTube ça a déjà fait de la compression et je vais vous montrer comment faire vos tests maison chez vous pour savoir quel est le meilleur format dont vous avez besoin. Ok les gars, là on se trouve dans le plus concret, c'est-à-dire pour rendre à la Japan Expo. Donc pour tout concours de toute façon ça va être à peu près comme ça par rapport aux spécifications qu'ils vont vous demander. Mais là je vais prendre un cas concret, c'est la Japan Expo. Alors j'ai pris The Broken, c'est tout simplement le rendu que j'ai utilisé le plus lourd possible avant de passer sur Topaz. Donc il fait 2 Go, il est énorme, pas vraiment le rendu de ma timeline. Le rendu de ma timeline il va me demander plus de capacité, donc il va falloir faire vraiment attention à cette partie là. Il y a deux possibilités de rendu et je vais vous les montrer. C'est selon les règles de la Japan Expo, c'est soit de faire un rendu qui ne peut pas excéder les 500 MO ou un débit maximal de 30 MBS. Alors cette règle elle sert tout simplement à faire en sorte que on ait toujours la même qualité environ pour tous les clips qui fassent 1 minute 30 ou 5 minutes. Par exemple, je vous ai mis un clip d'1 minute 30 à gauche et un clip de 5 minutes à droite. Comme on peut le voir, celui-là il respecte la règle des 500 MO. Je lui ai fait faire avoir un overall bitrate qui est supérieur à 30. Donc j'avais mis 50 directement sur ma timeline, mais comme on a vu avec le variable, forcément il y a des hauts et des bas, donc il est en overall bitrate de 44,5 MBS et pour une taille de 478 puisque je lui ai dit de ne pas dépasser les 500 MO. Par contre à droite, je lui ai dit cette fois-ci, en respectant la règle des MBS, de ne pas dépasser les 30 d'overall de bitrate, donc du coup il est à 24,1 et par contre sa taille elle fait 864
MBS, pour le 5 minutes, il va y avoir une réduction de qualité, mais c'est le parti pris. Par exemple, si la règle était seulement de faire du 500 mégabits par seconde, et ben pour le 5 minutes, il serait seulement avec un overall bitrate de 10 mbs, ce qui est extrêmement peu pour une vidéo qu'on va juger par rapport à la qualité, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est fait pour que ça soit faire pour tout le monde. Et je vais vous montrer comment comparer les différents types de rendus que vous pouvez faire et pour que vous puissiez choisir le meilleur format, que vous puissiez être jugé de la façon la plus correcte possible. Alors, on va s'aventurer dans les paramètres. Évidemment, on a déjà tout expliqué. Donc là, le profondeur maximum, c'est seulement si vous utilisez les 32 bits. Et nous, on va utiliser le VBR de passage à tous les coups pour être sûr de ce qu'il fait. Alors, on a le débit cible et le débit maximum. Le débit maximum, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment le débit maximum qu'il va utiliser pour les images complexes. Et le débit cible, c'est à peu près ce dont il aura besoin en général. Ici, on a vu que c'est 30 la valeur maximale. Donc ici, on va pouvoir mettre 30. Voilà. Donc ça va être la première chose qu'on va faire. Ensuite, vous allez bien évidemment vérifier votre paramètre audio. Donc là, tout est bon, tout est carré. Et utiliser la qualité de rendu maximale, on n'en a pas besoin. Faut savoir aussi une petite astuce, c'est que pour votre rendu pour la Japan Expo, ne faites pas d'outro. Parce qu'en fait, lorsque vous diffusez, l'outro ne passe pas de toute façon. Puisqu'il y a trop de clips et on n'a pas assez de temps dans les salles. Et donc pour ça, vous allez devoir optimiser votre rendu. Et donc par exemple, moi tout ce que je fais en fait, c'est qu'à la fin de mon clip, je mets le logo de la Japan Expo, puisque c'est toujours important de le mettre. Et ensuite, je vais mettre le logo de ma team. Et voilà, fin. Il n'y a pas d'outro, contrairement à ma version qui est sortie sur YouTube et à ma version DL qui sort après la Japan Expo. Enfin, ça va toujours gratter moins de poids et donc vous allez pouvoir mettre plus de qualité dans votre clip. Donc là, on a un rendu qui rend à 549, mais on a respecté le débit cible, c'est bon. Donc vous pouvez appuyer sur OK et on va tester l'export. Pendant que ça fait le premier export, moi je vais vous montrer évidemment le deuxième export qui est possible. Donc du coup, là c'est pas avec le débit cible de 30 mbs, mais pour ne pas excéder les 50 mbs. Donc pour ça, en fait, il y a un paramètre qui est marqué la taille de fichier maximale. Donc du coup, là, vous allez pouvoir mettre 500 MO, et là, ça ne va jamais dépasser les 500 MO. Et dans ce cas-là, si vous utilisez ce paramètre-là, vous allez évidemment mettre VBR de passage, et vous allez tout mettre à fond. Vous allez mettre 50-50, là c'est marqué 900, mais vous allez tester pour voir, en fait, tout simplement, on va faire un comparatif entre nos deux fichiers, pour voir c'est lequel qui a la meilleure qualité. Parce que en fait c'est deux exports différents, donc il faut quand même comparer et voir ce que vous allez rendre vous pour la Japan Expo. Une fois que vous avez fini vos exports, on va vouloir bien vérifier si vos clips ils sont réglementaires. Donc ici par exemple pour ma taille de 500 MO que j'ai fait en dernier, on voit bien que la taille est de 481, donc c'est bon, j'ai bien respecté la taille qu'il fallait. On va quand même aller dans les propriétés et on va aller dans les détails, et ici on voit notre débit. Donc on a dit qu'il fallait pas dépasser les 30 mbs. Donc là on est en kbs, donc on va prendre que les deux premiers chiffres. On est à 27, on est ok. Parce qu'on a respecté, de toute façon, ici, pour ce clip, les deux tailles. Par contre, pour le rendu que j'avais fait en 30, on n'a pas respecté les tailles. On va voir que, ici, on est au-dessus en termes de taille, donc on est à 528. Donc on a le droit d'être à moins de 30 mbs. Tant qu'on est à moins de 30 mbs, on est bon. Mais on va voir que dans la propriété, on a dépassé légèrement les 30 mbs puisqu'on est à 30,504. Donc on n'est pas bon. Donc pour ça, j'ai refait un deuxième export où j'ai mis le débit cible de 29 et le débit maximal de 50. Et là, on va pouvoir vérifier que on est bon. Dans les propriétés, on va aller dans les détails. Et on voit qu'on est en dessous, c'est bon, on a un débit total de 29,514, ce qui est bon pour nous. Maintenant, on va voir comment comparer nos deux clips. Donc du coup, ça va être le 29,50 et le time maximum 500. Donc là, on les a mis sur la timeline, c'est bon. Il va falloir les mettre au-dessus de votre timeline initiale pour avoir la meilleure comparaison possible. Moi, j'ai mis directement l'Apple ProRes 44444, puisque je n'ai plus le projet The Broken au complet. Je l'ai mis au-dessus. Et donc du coup, là, on va tester avec le 500 MO comment ça rend la différence de qualité. Donc pour pouvoir comparer les qualités, on va juste mettre le clip au-dessus et le mettre en différence dans les modes de fusion. Et ici, on peut voir qu'on peut constater des différences, mais ici, c'est très très bas. Donc, il va falloir modifier votre éclat, ajuster l'exposition. Moi, je sais que je mets à 10 pour bien voir. Et voilà, là, on peut voir qu'il y a des artefacts. Et tous ces artefacts qui sont là, ça va tout simplement être plus c'est blanc, plus c'est lumineux et plus la qualité, ça veut dire qu'elle est détériorée. Et plus c'est noir, plus ça veut dire que la qualité, elle est initiale et qu'elle est la plus clean possible. Donc on peut voir que parfois il y a des gros artefacts, parfois il n'y a pas trop d'artefacts. En tout cas, plus il y en a et plus c'est détérioré. Donc pour comparer les deux, il va falloir faire un masque. Je vous ai déjà préparé la composition. Donc ici, on a notre 30 mbs, on a notre 500 MO max. Donc on a les deux. Enfin, j'ai mis 30 mbs parce qu'il ne dépasse pas les 30 mbs, il est à 29. On pourra comparer en, bien sûr,
modifiant l'exposition. La plupart du temps, bien sûr, votre clip, et ça sera kiff-kiff. Vous n'allez pas forcément voir tout le temps des différences entre les deux formats. Par contre, 10 frames, par exemple, je les ai notés, je vous ai déjà mis un marqueur pour que ça aille vite. On peut voir que ici, l'image de droite, elle est légèrement plus blanche que l'image de gauche. Si elle est légèrement plus blanche, ça signifie que la qualité est meilleure quand elle est légèrement plus noire. Elle est plus détériorée quand elle est légèrement plus blanche. Genre, par exemple, ici, on peut bien voir qu'il y a une démarcation qu'ici, c'est bien plus blanc. Et donc, du coup, dans votre clip, il va falloir vérifier à quel moment c'est plus blanc, enfin, à quel endroit est le plus blanc et quel endroit est le plus noir. Donc là, par exemple, je vais mettre une autre frame, c'est celle-là. Par exemple, là, c'est bien plus blanc du côté droit. À d'autres frames, pareil. Hop, on peut voir que là c'est bien plus blanc que le côté droit. Faut savoir aussi que le grain va affecter énormément la qualité de votre vidéo. Genre plus vous allez mettre du grain et plus lorsque vous allez faire de la compression sur votre vidéo, bah forcément ça va se voir. Vous voyez, il y a un gros écart blanc. Et voilà, donc du coup c'est un peu les trucs que j'ai notés par rapport au grain, etc. J'ai montré les trucs les plus explicites. Et vous allez devoir comparer pour savoir lequel vous allez choisir. Et moi pour mon cas, bah, c'est clairement le 30 mbs qui a gagné entre les qualités. Donc ça va être mon rendu 30 mbs que je vais rendre pour la Japan Expo, tout simplement. Bien sûr, ce format-là, il va vous permettre de explorer et de voir vos rendus, de voir comment ça rend, etc. Avec Alexis, on a testé énormément de rendus différents pour savoir quel type de rendu est le plus optimal pour nous, pour ce dont on a besoin, selon si notre clip il est coloré, pas coloré, s'il y a du grain, s'il n'y a pas de grain, etc. Je vous invite à explorer tout ça. Maintenant, vous savez comment comparer deux qualités différentes. Ok les gars, vous avez fini votre rendu pour la Japan Expo ou pour un autre concours, ça y est, c'est bon, vous êtes validé. Et maintenant, vous voulez faire votre format qui est pour vous, pour votre propre plaisir, donc forcément le format avec la meilleure qualité possible. Donc je vais vous montrer tous les formats et comment vous allez les choisir en fonction de vos besoins et en fonction de comment vous voyez les choses. Donc on va reprendre la base de la théorie, donc avec le 4.2.0, le 4.2.2 et le 4.4.4. Donc comme on a vu, le format qui est le moins demandeur, c'est le 4.2.0. Donc c'est le H264, ce sera toujours en 4.2.0. Et donc du coup là, le format maximum qu'on puisse mettre en H264, bien évidemment ça va être du VBR de passage et tout mettre à 50. Et là vous êtes très bien. Enfin vous voyez que vous avez un rendu qui est assez lourd mais qui fait pas encore 1 giga. Donc c'est très bien. C'est très cool, ça se lit très facilement, etc. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin et passer le step du 4.2.0 et avoir des meilleures couleurs, donc c'est-à-dire soit du 4.2.2 ou soit du 4.4.4, ça va être dans le QuickTime, qui est juste ici. Et donc du coup ça va être de l'Apple ProRes. Donc il y a différents formats d'Apple ProRes qui peuvent nous intéresser. Ça va être le 4.2.2, le 4.2.2 HQ, le 4.4.4 et le 4.4.4 XQ. C'est les 4 formats qui nous intéresser. Donc je vais commencer par le format maximum. Et de toute façon les paramètres seront exactement les mêmes pour chaque format. Donc pas d'inquiétude. Donc c'est le 4.4.4 XQ. C'est la qualité optimale pour les sources 4.4.4.4. Vous allez me dire oui mais Twister, on a vu que les sources d'anime c'était en 4.2.0, donc c'est pas overkill de sélectionner soit du 4.2.2 ou soit du 4.4.4, mais c'est exactement la même chose que pour les bits. Quand on a choisi de mettre du 16 bits, bah c'est pour que nos effets soient aussi en 16 bits. Et là nos effets forcément ils vont être affichés en 4.4.4 et pas en 4.0. Donc du coup ça va être beaucoup mieux pour tous nos effets, pour toutes nos compositions, etc. De passer en 4.4.4, ça va être beaucoup plus joli, etc. Donc c'est la qualité optimale pour les sources 4.4.4. Conservation des gammes dynamiques bien supérieure à celle du Rec 709 et ça va être environ du 500 mbs seconde et ça va prendre en compte l'alpha aussi au cas où vous avez envie de faire des transitions, etc. Enfin bref, ça c'est les cas spécifiques, mais c'est du 500 mbs seconde. Donc vous doutez bien que c'est extrêmement lourd, c'est 10 fois plus lourd que lorsqu'on va choisir du H264 avec un débit de 50 mbs contre 500 mbs. C'est vraiment le format le plus lourd. Maintenant, si vous voulez avoir un format qui est un peu moins lourd mais avec une qualité qui est un tout petit peu en dessous, c'est le 4.4.4. C'est une qualité exceptionnelle pour les sources 4.4.4, donc pas la plus optimale qui existe puisque c'est le 4.4.4 XQ qui existe le plus optimal. Ça va être du 330 mbs et lui aussi va contenir de l'alpha. Donc ensuite, on a le 4.2.2 HQ qui est la même qualité que le 4.4.4 mais avec les sources 4.2. Mais le problème c'est que nos sources elles sont en 4.4.4 vu qu'on va mettre nos effets directement sur After qui seront eux pris en compte en 4.4.4
Et donc forcément ça va baisser un peu la qualité de ce qu'on voit sur la source After Effects par rapport à notre rendu. Forcément ça fait une baisse de MPS qui lui va passer à 220. Forcément c'est très léger, mais il y a une différence du coup en question de gestion des couleurs, puisque cette fois-ci il n'y a pas toutes les couleurs sur tous les pixels. Et ensuite on a le dernier format, c'est le 422, et c'est la même façon d'encoder que le 422 HQ, mais lui le débit cible il va être de 147 MPS, donc forcément ça va baisser un tout petit peu. Il faut savoir que le 422 et le 422 HQ, il n'y a pas d'alpha. Tout ce qui est source alpha, c'est le 444 et le 444 XQ. Ensuite, pour les paramètres, c'est exactement tous les mêmes pour tous. Ici, il va falloir régler forcément votre format. Donc c'est du 1080, hop, vous allez devoir décocher ça pour mettre du 1920. Ici c'est bon, on a l'image qui est bien réglée, etc. Et ici on a un rendre à la profondeur maximum. Donc comme je vous ai dit, si vous utilisez du 32 mégabits, c'est bon. Mais si vous n'utilisez pas du 32, c'est pas besoin de la mettre. Vous décochez et vous mettez profondeur à 16. Et on n'a pas besoin d'alpha par exemple pour mon clip Japan Expo. Mais si vous avez besoin d'alpha pour pour une raison X ou Y, vous utilisez l'alpha. Donc voilà, aussi simple que ça. Et aussi on a l'audio. Et l'audio cette fois-ci elle est non compressée. Donc c'est le format audio le plus quali. Et cette fois-ci, la taille de l'échantillonnage, forcément, on va mettre du 32 bits virgule flottante. On est sûr d'avoir la meilleure qualité possible. Donc, on va pouvoir faire notre rendu. Et quelque chose qu'il faut savoir aussi quand vous faites de l'Apple ProRes, c'est que votre conteneur c'est du point mauve, et le point mauve il a du mal avec VLC à cause d'un paramètre. En fait tout simplement vous allez voir que ici mes couleurs elles sont très sombres et très contrastées par rapport à ce qu'il y a sur ma timeline. Donc vous connaissez pas le clip donc forcément vous le savez pas, mais moi dès la première frame je vois que mes couleurs elles sont très sombres. Et en fait il y a un moyen de fixer ça très facilement et les gens ne le savent pas, et c'est pour ça qu'ils ne téléchargent pas des fois des formats très lourds comme le point mauve, l'Apple ProRes, etc. Mais en fait ça va tout simplement être dans les préférences et dans les préférences vidéo il me semble, et voilà. Et la sortie vous allez mettre OpenGL pour Windows et vous allez faire enregistrer, vous allez fermer votre VLC et vous allez réouvrir la même vidéo. Et là, c'est bon, j'ai mes bonnes couleurs. Vous voyez que le noir, il a totalement changé et il est beaucoup moins sombre, etc. Et je sais que ça, c'est vraiment les vraies couleurs que j'ai mis sur ma timeline en général pour mon clip. Donc voilà, c'est très important de régler votre VLC si vous aimez ce logiciel et que vous voulez regarder les clips en point mauve. Les gars, c'est la dernière partie, c'est le rendu YouTube, le tout dernier rendu dont on a besoin pour montrer son clip en valeur auprès des gens qui ne téléchargent pas sur internet en général. Donc, faut savoir que le 1080 de YouTube, il est extrêmement compressé parce qu'il garde du MP4, il va tout remettre en MP4 sur YouTube. Et ce format-là, forcément, il a beaucoup de compression et il fait en sorte que tout le monde puisse le lire. Donc du coup, il baisse extrêmement la qualité des vidéos. Et c'est pour ça que ce que vous voyez le plus souvent sur YouTube, c'est des vidéos en 1440p ou en 2160p. Et pourquoi en fait ça marche différemment? Parce que c'est un codec qui est différent, c'est tout simplement le VP9. Donc c'est un codec qui vient à partir du 1440, donc tout ce qui est 4K, et il compresse plus pour une meilleure qualité et réduit par 2 la bande passante. Et donc du coup, ça veut dire que sur une vidéo qui est exportée, alors que de base la source elle est en 1080, qui est exportée en 1440 ou en 2160, et ben ce nouveau codec va s'appliquer et va faire en sorte que votre vidéo soit en bien meilleure qualité pour YouTube. Ce qui va nous intéresser pour YouTube, c'est au moins de rendre en 1440, et moi je vous conseille de le rendre en 2160 pour avoir la meilleure qualité sur YouTube possible. Bien sûr, il faut savoir que la qualité YouTube 2160 ne sera jamais meilleure que même en format H264 en cible 50 pour le DL. Donc si vous voulez regarder vos vidéos d'une meilleure qualité ou les AMV d'une meilleure qualité de quelqu'un, il faut toujours télécharger. Mais on va essayer de faire en sorte que YouTube ça a la meilleure qualité. Donc il y a deux façons de le faire. C'est soit vous rendez directement sur After Effects après avoir fait votre rendu en 1080. Pourquoi je le conseille ça? C'est parce que une fois que vous avez fait votre rendu, tout est dans le cache. Genre After Effects a chargé tout votre projet et il est prêt à le réexporter très facilement. Donc du coup là il y aura juste à changer. Donc là on a un Apple ProRes 444 XQ. Donc on aura juste à changer la valeur. Donc là on va mettre 2160 x 3840. Et là on est prêt à faire l'export pour du YouTube. Maintenant il y a la deuxième façon que je vais vous montrer et elle s'effectue sur Premiere. Ok, donc là j'ai repris le clip The Broken les gars et je l'ai mis sur ma timeline. Il est en Apple ProRes 4444 XQ
mais en 1080. Et moi, ce que je veux faire, c'est de faire de l'upscaling, entre guillemets, mais c'est vraiment grâce au logiciel After Effects, et je vais pas créer avec de l'IA ou quoi que ce soit qui va essayer de déplacer, surinterpréter mes images, etc. Moi, je préfère rester natif avec la suite Adobe, et donc pour ça, je vais faire exporter tout simplement, qui est juste ici, et c'est à peu près les mêmes paramètres que sur Media Encoder. Ça marche exactement de la même façon, le rendu sur Premiere, c'est ça qui est super cool par rapport à After Effects. Donc ici on va aller dans le format, on va mettre QuickTime, on va mettre bien de l'Apple ProRes 4K HQ pour pas perdre de qualité, et ensuite ici dans la taille de l'image, on va mettre exactement ce qui nous intéresse, donc du 3840 x 2160. Là, on est bon normalement, on vérifie bien, puisque là on a plus et moins, là on va bien afficher plus. Rendu à la résolution maximale, on décoche et on va mettre du 16 bits. Et l'audio, on va bien régler du 32 en virgule flottante. Et là, c'est bon, on est prêt, on a juste appuyé exporter. Et après notre chargement, on a notre vidéo qui est prêt à sortir pour la version YouTube, qui est largement plus rapide que l'export qu'on va faire directement sur After Effects. Et voilà les gars, on arrive enfin au bout, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, c'était très long, même pour moi ça a été très long, ça a été très long à tourner, très long à monter. Mais ça y est, c'est fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a plu, et n'hésitez pas à me donner des retours, car j'y ai passé beaucoup de temps. Et je sais pas si ça vous plaît ou pas, ce type de format où je dirais vraiment beaucoup de choses techniques, mais qui vont vous permettre de faire des rendus les plus quali possibles, de vous mettre vraiment toutes les cartes en main. En tout cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de follow les réseaux sociaux qui sont juste en bas dans la description. Je vous ai mis toute la documentation dans la description comme je vous ai expliqué. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et à me DM aussi sur Discord, peu importe, Twitter. Et puis voilà, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau tuto MV France. Ciao ciao.